Bonjour, je m'appelle Marion Ravi de l'École de médecine tropicale de Liverpool. Au cours de cette présentation, nous allons réfléchir au processus de mentorat et à son déroulement, du début au suivi jusqu'à la fin de la relation de mentorat. Nos objectifs d'apprentissage vont être d'apprécier les étapes d'une relation de mentorat, de réfléchir à la manière dont nous fixons des objectifs et de comprendre comment la relation mentor-mentoré progresse au cours du temps. Il faut d'abord prendre un bon départ. Il est très important que le mentor et le mentoré apprennent à se connaître et établissent une bonne relation. Pour ce faire, il est utile que vous compreniez le parcours scolaire du mentoré et que vous établissiez des attentes mutuelles par rapport à la relation, en exprimant ce que vous pensez tous les deux que cette relation vous apportera. Vous devez savoir quelles sont les attentes de votre mentoré, mais il doit également savoir les vôtres. Vous devez ensuite définir clairement vos rôles et vos responsabilités. Qui va fixer le moment et le lieu des rencontres, que ce soit en face à face dans un établissement ou en ligne, virtuellement ou par téléphone. Ces dates et heures doivent être convenues en amont et ce qui va se passer pendant ces rencontres doit également être défini. Il est important que vous demandiez à votre mentoré d'identifier des domaines prioritaires de développement et de définir ensuite des objectifs pour atteindre les cibles fixées pour ces domaines prioritaires. Ainsi, si un mentoré a identifié un problème épineux, il ne sert à rien de venir et de dire nous allons parler de quelque chose de complètement différent, parce que son cœur n'y sera pas, s'il a un besoin beaucoup plus pressant qui nécessite de l'aide. J'ai parlé précédemment de la planification, des aspects pratiques de l'endroit et du moment où vous allez vous rencontrer, et des moyens de communication préférés, ce qui est très important. Certaines personnes aiment communiquer à l'aide d'outils tels que WhatsApp. D'autres préfèrent communiquer par courrier électronique. D'autres encore préfèrent un texto ou un appel téléphonique. Alors parlez de la méthode préférée et également d'une méthode de secours, au cas où quelque chose se passerait mal avec la méthode préférée. Je pense que WhatsApp est particulièrement utile parce qu'il offre cette flexibilité supplémentaire de messages textuels ou d'appels vocaux, voire même de petites vidéos. Et en plus de cela, il est crypté. Il est donc censé être assez sûr. Vous devez commencer par établir certaines règles et penser en particulier à la confidentialité, car il n'est parfois pas possible de promettre à votre mentoré que les choses n'iront pas plus loin si vous tombez sur quelque chose de très pertinent, par exemple la sécurité des patients. Mais dans l'ensemble, la plupart de vos discussions resteront confidentielles, entre vous deux. C'est toujours une bonne idée d'avoir un accord auquel vous pouvez tous les deux adhérer, comme un contrat que vous pourriez peut-être signer chacun de votre côté et qui décrirait vos attentes et vos règles d'engagement afin que vous sachiez ce dont vous avez convenu. Avant de rendre visite à votre mentoré, si la visite a lieu dans un établissement différent de celui où vous travaillez tous les deux, vous devrez peut-être obtenir l'accord de la personne responsable de l'établissement. Il n'est pas bon de se présenter dans un établissement pour participer à une activité de mentorat sans que la personne responsable en soit informée. Veillez donc à l'en informer et à obtenir son accord. Il n'est peut-être pas nécessaire de procéder ainsi lorsque vous agissez en tant que mentor pour quelqu'un dans votre propre établissement, car le responsable est probablement déjà au courant que de telles relations ont été établies. Lors de la première visite ou de la première rencontre, il est bon que les mentorés soient conscients des outils qui peuvent être utilisés au cours du mentorat et de la manière de les utiliser, comme par exemple des outils de réflexion. C'est une bonne idée d'avoir un dossier ou un journal pour chaque personne guidée. Et si vous les informez sur les soins obstétriques et néonataux d'urgence, par exemple, eh bien le contenu de ce dossier doit refléter cela. Et vous devez vous assurer que le mentoré a une compréhension claire du processus de mentorat, à la fois de ses aspects pratiques et de sa raison d'être, et qu'elle en comprend tout l'intérêt et les avantages. Pour ce qui est de tisser un lien, vous pouvez réfléchir à différentes façons de construire cette relation. Il s'agit avant tout d'une relation de confiance. Vous devez donc réfléchir à ce qui pourrait gagner la confiance de votre mentoré. Vous pouvez envisager de raconter vos propres expériences cliniques, y compris vos échecs et vos réussites. Ainsi, vous pouvez être constructif en réfléchissant à vos propres échecs, ce qui peut aider le mentoré à s'ouvrir et à réaliser que vous n'êtes pas parfait et que vous avez dû apprendre vous aussi des choses. Vous êtes simplement humain, comme lui. Vous devez
Montrer ce que vous avez appris et comment vous avez changé en conséquence et faire comprendre au mentoré que vous êtes là pour l'aider, que vous n'êtes pas là pour lui faire perdre son temps et l'empêcher de faire ce qu'elle a vraiment besoin de faire, mais que vous êtes là plutôt pour soutenir cette personne dans son rôle et l'aider à remplir le mieux possible ce rôle. Cela signifie qu'il faut éviter d'afficher des attitudes du type «je sais tout», parce que vous ne savez pas tout. Vous n'êtes pas eux. Et il est important, même si vous êtes peut-être plus expérimenté, que vous abordiez le rôle de mentor avec humilité et en étant une personne qui soutient, plutôt qu'une personne qui regarde le mentoré de haut. Vous devez prendre en compte la charge de travail et aussi les autres responsabilités des mentorés, afin de ne pas être un fardeau supplémentaire dans leur vie déjà très occupée. Votre relation doit être là pour aider à améliorer leur vie professionnelle et leur pratique. Et pour cette raison, il ne faut pas être trop pressant et il faut être flexible et être prêt à s'adapter et peut-être même à changer de plan de temps en temps. Avec votre mentoré, vous allez fixer des objectifs. Et pour ce faire, vous devez examiner les domaines de connaissances et de compétences qu'elle a le plus besoin de développer et la manière dont ils sont liés à son travail. Les mentorés peuvent aspirer à développer des connaissances et des compétences dans des domaines qui ne sont pas liés à leur emploi actuel. Et ce n'est peut-être pas la chose la plus utile à améliorer à l'heure actuelle. Il serait donc bon de se recentrer sur les compétences et les connaissances dont ils ont réellement besoin pour l'emploi en question, et de réfléchir aux domaines d'efficacité personnelle sur lesquels ils aimeraient le plus travailler. Par exemple, comment être le plus efficace dans la tenue de vos dossiers ou dans votre communication. Il est toujours bon d'avoir des jalons sur le chemin de votre objectif final qui peut sembler un peu lointain autrement. Alors qui est responsable de quoi? Examinez cette liste de rôles et responsabilités et prenez quelques instants pour réfléchir à qui, selon vous, est responsable de quoi? Le mentor, le mentoré ou les deux? En ce qui concerne les rôles et les responsabilités du mentor dans cette relation, le mentor procédera tout d'abord à une évaluation rapide du mentoré et de son environnement de travail afin de déceler d'éventuelles lacunes à améliorer. Puis, il établira un ordre de priorité entre ces différentes lacunes et déterminera ce qui peut être le plus important. Le mentorat peut ensuite être adapté afin d'avoir des objectifs à long et court terme, ou vous pouvez considérer ces objectifs à court terme comme des jalons, comme nous venons de le décrire précédemment, des jalons vers l'objectif final. Le mentorat doit être assez fréquent. Je pense que la fréquence dépend un peu de votre relation de travail avec le mentoré. Est-ce que vous travaillez dans le même établissement, dans le même service, ou voire même dans la même salle d'opération? Si vous travaillez ensemble au quotidien, chaque rencontre doit être considérée comme une opportunité de mentorat. Même si vous pouvez prendre du temps en dehors de l'arène clinique pour réfléchir ensemble, et vous devez décider de la fréquence de ces réflexions. Voulez-vous le faire une fois par semaine, une fois par quinzaine ou une fois par mois? Il s'agit d'un équilibre entre ce qui est souhaitable et ce qui est pratique. Si vous ne travaillez pas dans le même établissement, vous pouvez soutenir le mentoré par des appels téléphoniques pendant les semaines où vous n'êtes pas en mesure d'avoir un contact en face à face. Puis vous pouvez penser à passer du temps avec vos mentorés dans le domaine clinique en travaillant ensemble. Et vous pouvez les coacher en vous concentrant sur l'amélioration des soins aux patients. Je pense que c'est le cœur du mentorat. Il n'y a pas de substitut à cette relation de travail côte à côte où vous pouvez donner un exemple que le mentoré peut suivre et où vous pouvez observer sa pratique pour l'aider à suggérer des améliorations et lui donner des idées sur la manière d'améliorer sa pratique. Il est très important dans ce contexte d'accorder une attention particulière aux aspects de la prévention et du contrôle des infections, ainsi qu'aux soins obstétricaux ou de sages-femmes respectueux. Pensez à aider votre mentoré à renforcer ses compétences en matière de communication et d'orientation entre les différents aspects des soins obstétricaux d'urgence, complets ou basiques, et les différents niveaux d'établissement. Pensez à la collecte des données et aux exigences en matière de rapport pour votre programme de mentorat. Essayez de tenir un journal personnel reflétant le processus du mentorat. Tout comme vous encouragez les mentorés à réfléchir à leur pratique clinique, vous devez réfléchir à vos compétences en matière de mentorat et au processus tel que vous les vivez en vue d'apprendre et d'apporter des améliorations. En ce qui concerne les mentorés,
Ils doivent s'engager à prendre le temps de s'entretenir avec les mentors et à travailler de manière proactive à l'amélioration des soins qu'ils prodiguent aux patients. Ils doivent recevoir les commentaires constructifs et critiques de manière positive et ils doivent identifier les compétences qu'ils ont besoin de développer et les communiquer à leur mentor. Les choses qu'ils veulent apprendre, qu'ils ne maîtrisent pas, ils doivent les dire à leur mentor. Le mentor ne le saura pas nécessairement si le mentoré ne lui explique pas. Parfois, les gens peuvent sembler très confiants dans une certaine pratique, mais en réalité, ils se sentent très peu sûrs d'eux. C'est pourquoi nous avons besoin qu'ils nous le disent. Il est bon que le mentoré tienne un journal personnel de ses réflexions et de ses pensées sur le processus de mentorat et sur ce qu'il en retire. S'il y a des données à collecter et des rapports à établir dans le cadre du programme, alors il doit s'engager à le faire. Alors comment faire progresser votre relation de mentorat? Je pense qu'il est essentiel de se concentrer sur un domaine de développement particulier qui évoluera au fur et à mesure de votre progression. Vous pouvez discuter du problème en question et clarifier ce que serait le succès, évaluer le niveau actuel du mentoré, son point de départ en termes de connaissances et compétences, puis examiner ce qui doit être surmonté, les défis à relever pour atteindre votre objectif, faire un remue-ménage sur les options d'action, puis convenir avec le mentoré d'un engagement commun sur la manière d'avancer vers cet objectif. Il faut également examiner les progrès de vos actions lors de la prochaine réunion, l'avancement de vos actions. Alors, comment pensez-vous que nous pourrions appliquer cela à un exemple? Pensons à cet exemple. Le mentoré pourrait dire au mentor qu'il manque de confiance en lui pour mener à bien un accouchement par voie basse avec une présentation en siège en toute sécurité. Vous pourriez alors commencer par évaluer ses capacités actuelles en lui demandant de faire une démonstration sur un modèle, s'il y en a un. Puis, en l'observant faire, vous pouvez penser à des domaines spécifiques nécessitant une amélioration. Vous pouvez demander ensuite au mentoré s'il a des idées sur la manière dont il pourrait s'améliorer. Et ces idées pourraient être par exemple les suivantes. J'aimerais vous regarder faire la démonstration de la procédure afin que je puisse apprendre de la manière dont vous le faites. Il peut aussi avoir besoin de s'entraîner davantage ou d'utiliser son manuel pour s'assurer qu'il suit les bonnes étapes dans le bon ordre. Il peut établir une liste de contrôle pour s'en souvenir et l'utiliser comme un aide-mémoire pendant qu'il s'entraîne. Il va être nécessaire d'apporter toutes les améliorations que vous jugez nécessaires, puis de respecter le cycle si besoin. C'est une très bonne chose qu'ils prennent en charge leur apprentissage de cette manière, mais vous les guidez tout au long du processus. Au fur et à mesure que vous poursuivez vos rencontres de mentorat, qu'il s'agisse de visites ou au sein de l'établissement, pensez à établir un calendrier pour mettre en œuvre votre mentorat et pensez à revoir les performances sur la base de ce que vous avez appris ensemble la dernière fois. Ne vous contentez pas de juste passer à autre chose, mais pensez à rafraîchir les connaissances avant de passer à une autre étape. Pour rafraîchir avant de passer à la chose suivante, vous pourriez avoir besoin de préparer des lignes directrices ou quelques outils ou une aide au travail. Vous pourriez également avoir besoin de quelques références clés ou encore de liens vers des sites web et des vidéos qui peuvent t'aider et peut-être même avoir quelques mannequins à disposition. Si possible, préparez-vous à écouter la personne guidée et à faire preuve de souplesse. Son programme peut être un peu différent de ce que vous attendiez, et essayez dans la mesure du possible de prendre le temps d'observer la gestion des cas en tête-à-tête. Je ne saurais trop insister sur l'importance de regarder et d'observer votre mentoré lorsqu'il gère des situations cliniques. Si vous le faites, il est essentiel que le patient comprenne ce qu'il se passe et que vous ne vous contentiez pas d'arriver et de rester là sans rien dire au patient. Je pense qu'il est très important de dire au patient voilà, je suis là pour soutenir votre mentoré et l'aider à développer sa pratique. Je travaille avec lui aujourd'hui et je serai là lorsqu'il s'occupera de vous pour lui apporter tout le soutien nécessaire. Il faut que le patient soit conscient de ce que vous faites et que vous ne soyez pas juste une mouche sur le mur qui regarde le processus d'accouchement sans raison. Alors essayez d'impliquer le patient et assurez-vous qu'il est d'accord avec cela. Tout le monde ne souhaite pas qu'une personne supplémentaire assiste à l'accouchement. Alors assurez-vous que le patient est d'accord avec votre présence et la raison pour laquelle vous êtes là. Nous avons parlé de la gestion de cas individuels et de l'observation. Après avoir observé, vous voudrez peut-être identifier des aspects spécifiques des soins que vous avez observés ou des cas précis
dont vous voulez discuter ensemble sur la base de besoins exprimés ou des lacunes identifiées. Et c'est souvent là qu'il est utile de faire appel à des collègues. Vous savez, vous pourriez dire à l'équipe le mentoré et moi-même avons décidé que nous allions suivre une formation sur l'accouchement par voie vaginale vendredi prochain, et nous aimerions accueillir tous ceux d'entre vous qui souhaiteraient se joindre à nous. Il est toujours bon de faire en sorte d'évaluer afin de savoir si vous avez atteint vos objectifs et si vous faites les progrès désirés. Mais le mentorat n'est pas principalement une question d'évaluation. Il s'agit surtout de fournir un soutien à l'amélioration. L'évaluation est donc une question secondaire, qui est juste un moyen de documenter et de déterminer dans quelle mesure cette amélioration s'est produite. Mais ce n'est pas du tout la fin en soi, et c'est une question qui n'a rien à voir avec le mentorat. Il est donc très important de documenter ce qui s'est passé pendant votre visite et ce que vous avez appris ensemble. Il se peut qu'une relation mentor-mentoré ait une durée déterminée, et que vous l'ayez planifiée de cette manière. Ainsi, lorsque vous arrivez à la fin de la relation, vous voudrez peut-être faire le point et vous féliciter des réalisations que vous avez faites ensemble. Il est important que vous reconnaissiez que la relation est arrivée à son terme plutôt que de la laisser s'estomper. Vous pouvez aussi décider de continuer plus longtemps que vous ne l'aviez envisagé au départ. C'est souvent quelque chose qui se produit pour un apprentissage plus approfondi. Nous devons passer à évaluer le processus même du mentorat. Et pour ce faire, le mentor doit réfléchir à sa propre pratique dans le cadre de ce processus. Vous réfléchirez tous les deux aux progrès que vous avez réalisés, aux objectifs que vous avez atteints, aux cibles que vous avez atteintes, et puis vous penserez ensuite à la documentation et au remplissage d'un journal de bord, afin que vous puissiez regarder en arrière et voir que oui, nous avons fait ceci, et c'est bien. Il est bon d'avoir une trace de ces réalisations. Nous avons maintenant réfléchi aux étapes du processus de la relation mentor-mentoré, à la fois pour initier cette relation, la maintenir et parfois la conclure si nécessaire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.